collaborateurs sont des anciens d'Air France. Donc, il est 15, on commence à 15. Il n'y a pas de crever, exactement. Puis pourquoi pas 19, etc. Alors, ils ont attaqué à minuit. Alors, ça, c'est le titre de la conférence, mais en fait, c'est la fin. C'est la fin. Toute l'histoire est bien plus longue que ça. Et je dois dire que personne à Air France, à l'époque, n'ignorait qu'il y avait eu un détournement du Tel Aviv-Athènes. Et quand nous l'avons appris, on ne savait pas très bien où ils allaient. Et quand on a su qu'ils allaient à Entebbe, eh bien, on a fait pas de figure parce qu'on n'était pas très très fiers qu'ils aillent dans ce coin qui était, vous régner, parce que je pense que c'est le mot qu'il faut, un espèce de fou qui s'appelait Idi Amin Dada. Alors on n'était pas fiers, et d'autant plus qu'à l'époque on n'était pas très nombreux et tout le monde se connaissait. On connaissait parfaitement le nom de l'équipage, Michel Bacos, qui était commandant de bord, Daniel Lhomme, qui était, que je connaissais assez bien, même très bien, le copilote et évidemment Jacques, qui était le mécanicien navigant. Ils se sont retrouvés là-bas pour une histoire, comme dirait un autre président de la République, abracadabrantesque. Parce que si on avait écrit un roman, si Tom Clancy, Octobre Rouge, etc., avait écrit un roman de ce qui s'est passé, on aurait peut-être dit qu'il avait exagéré. Dit qu'il avait exagéré. Tellement c'est incroyable avec tous les ingrédients du thriller, et y compris la happy end à l'américaine, y compris la mort du héros, puisque une des rares victimes, ça a été d'ailleurs chez les Israéliens, je pense que ça a été la seule, ça a été Jonathan Netanyahu, qui était le frère de Benjamin Netanyahu, Premier ministre actuel d'Israël, et c'était le chef de l'opération, le chef des commandos. Alors je ne vais pas m'étendre plus longtemps que ça, simplement Jacques m'a fait passer un petit mot tout à l'heure en me disant qu'il n'avait rien préparé, mais ne vous effrayez pas, c'est gravé, je pense, à tout jamais dans la tête de Jacques. Tu as la parole. Je n'ai rien préparé, mais sais-tu, j'ai été réveillé à 3 heures et je ne me suis pas endormi. Donc j'ai préparé la conférence à partir de 3h15. Je me suis dit, puisque je ne trouve pas de sommeil, autant faire quelque chose. Voilà, autant anticiper. Alors, c'est une vieille histoire qui date de 39 ans. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés encore. Voilà, il y a une main qui s'est levée. 39 ans. Alors, je vais vous conter mes souvenirs. J'utiliserai beaucoup le je, le nous, pour parler d'équipage. Et je mêlerai à ce descriptif des informations que j'ai obtenues par la suite. Grâce à l'intermédiaire de cet homme, le colonel Amnon Alivni, héros national israélien, lui. Alors, il a été toutes les batailles d'Israël. Il était né en 1938. Et Amnon, après cette affaire d'Entebbe, j'avais plus tellement envie d'aller en pays arabe. Alors, mon avion, l'Airbus, allait beaucoup en pays arabe, au Golfe notamment. C'était sympa d'aller là-bas, mais j'y allais pas. J'allais donc à Dakar, beaucoup à Tel Aviv. À chaque fois que j'allais à Tel Aviv, l'avion s'arrêtait au parking. Jetant un coup d'œil à l'extérieur, je voyais Amnon qui était là. Je descendais le dernier. Mes bagages, il les avait récupérés. Il m'emmenait à l'hôtel, je me changeais, tout de suite dans sa voiture, et il y avait une soirée chez lui. C'est ainsi que dans ces soirées, j'ai connu le pilote qui a posé le premier Hercules sur la piste d'Entebbe, commandant de bord à El Al. J'ai connu le général Peled, chef de l'aviation israélienne à l'époque. Au moment du raid d'Entebbe, il tournait dans un Boeing 707 au-dessus de la ville d'Entebbe. J'ai connu le concepteur du raid, le colonel Bezer, et puis d'autres.
dont je vous parlerai. Alors, je vais mélanger le descriptif et ce que j'ai appris après de ces jours-là. Alors voilà, c'était le 26 juin 1976, un samedi. J'étais désigné pour faire le vol Paris-Tel Aviv en fin de matinée. Je retrouve à Orly un vieux copain, Michel Bacos, commandant de bord. Daniel Lhomme, copilote, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Bon. Et le personnel navigant commercial, ils étaient 9, 4 hôtesses, 2 chefs de cabine et 3 stewards, ça fait 9 ça. Je n'en connaissais aucun. Et donc, nous préparons le vol, nous partons à Tel Aviv. C'est toujours un très beau voyage, d'aller à Tel Aviv. Vous descendez d'Italie en laissant Rome par le travers, vous voyez le Stromboli, vous volez du sud de l'Italie vers la Crète, vous traversez la Crète et vous arrivez en Israël. Les aviateurs d'Air France qui sont là ont des souvenirs là-dessus. Comment s'appelle la dernière balise que l'on quitte en Crète avant d'arriver en Israël? Sitia. Bravo, Sitia. Bon, nous arrivons en Israël, il était 3 ou 4 heures de l'après-midi, l'hôtel n'est pas très loin, et à l'hôtel, je rencontre un homme que je connaissais, il me dit, tu sais, ce soir je marie ma fille, à l'hôtel, il dit, on va faire un peu de bruit. Bon, alors c'est pour ça que je vous invite, l'équipage. Alors, on dit, bon d'accord, on ira prendre un pot, etc. Ça a son importance. Le lendemain matin, on ne démarrait pas très tôt, on décollait vers 9h, bon, ça fait un réveil vers 6h30, 7h, le ciel israélien est d'un bleu magnifique, les environs de l'hôtel sont très beaux, c'est très minéral, avec quelques buissons par-ci par-là. On décolle vers 9h, à 9h je pense, oui à 9h, puisque si le vol est prévu à 9h, c'est pas 9h03, c'est 9h. 9h et on arrive à Athènes. C'est la dernière fois que le vol se posait à Athènes, car l'escale n'était pas jugée sûre par les services de sécurité. Alors on se pose à Athènes, à peu près 1 heure, 11h à Athènes, décollage un peu avant midi, décollage face au sud, large virage à droite, où on découvre toute la ville d'Athènes, le Pirée, c'est un spectacle magnifique. Et puis ensuite, on se dirige vers le canal de Corinthe. Et au moment où l'avion arrive sur le canal de Corinthe, il va virer à gauche, et à ce moment-là, toute la cabine derrière se met à hurler. Hurlement de 250 personnes. On est 3 à se regarder devant, et le temps que nous nous regardions, re-hurlement. C'est impressionnant. Bon, pour moi, c'était le feu en cabine. Donc je me lève, j'ouvre la porte du poste, je vais en première classe, et là, je vois un brave jeune homme blond avec un revolver à la main qui tapait sur la tête de ceux qui voulaient se relever. Je me précipite au poste de pilotage et je dis à Michel Bacos, détournement. J'avais même pas fini ce mot, que le Gus était là, avec le revolver dans la main droite, sur ma poitrine, et il me poussait non plus sur mon siège, mais sur le siège observateur qui est à l'arrière gauche. Et hands up, don't move, les mains en l'air, ne bougez pas. Les mains en l'air, ne bougez pas. Il était de couleur violette, blanc-violet, et des yeux assez hagards. Hein. Et puis alors le revolver, en permanence, passait du copilote au commandant de bord et à moi-même. L'avion était réglé pour capturer le niveau de vol 210, c'est-à-dire environ 6000 mètres. Le pilote automatique a rempli son office. Arrivant au niveau de vol de 210, l'avion se met en croisière. Comme les moteurs sont en poussée de monter rapidement, il gagne de la vitesse. Et quand un avion dépasse la vitesse qui est autorisée, il y a des claqueurs qui se mettent en marche, ça fait un bruit d'enfer, ça réveille l'équipage. C'est très dangereux de dépasser la vitesse prévue sur un avion. Alors le type, l'allemand, oui, devient fou, qu'est-ce qui se passe, etc.
Michel Bacos se retourne et lui dit « Si je ne fais rien, dans 1 minute, nous sommes morts. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire la vitesse. Il faut réduire la vitesse. Il réduit la vitesse, et moi je voyais sur le panneau dont j'avais la charge qu'on envoyait à ce moment-là de l'air à 0 degré dans la cabine. Il faisait très chaud au départ d'Athènes, et j'avais fait un réglage qui envoyait de l'air à 10 degrés, et au fur et à mesure que nous montions, la température diminuait et l'air arrivait à 0 degré. Je lui dis, regardez, l'air que l'on envoie en cabine est à 0 degré, d'ailleurs il commence à faire froid ici. Il tourne la tête vers les cadrans que je lui ai indiqués, et à ce moment-là, il voit la hache de bord. Dans tous les cockpits, nous avons une hache pour se sortir éventuellement d'une situation de crash. Il faut sortir, il faut casser les carreaux de l'avion, c'est épais comme ça, hein, ça ne doit pas être évident. Hein. Et il voit la hache de bord, alors il se met à hurler « Axel, Axel !» Il ouvre la porte du cockpit, appelle, et là je vois arriver une harpie, une femme, vraiment une sale gueule. Hein. Un revolver dans la main, et tous les deux me mettent les revolvers sur la poitrine. Vous êtes un traître, vous voulez faire avorter notre mission, on vous tue, on vous tue. Alors, Bacos disait mais non, le copilote aussi, mais moi je disais mais non aussi. Et on vous tue, c'est un moment préoccupant quand même. Et à un moment donné, il me donne le coup de revolver sur la poitrine. You are the flight engineer. Ah oui, je suis le flight engineer. Alors il savait qu'il avait besoin de moi pour opérer cet avion. Ça vole très bien comme ça maintenant, mais à l'époque c'était comme ça, nous étions 2 pilotes et un flight engineer. Alors, il attrape le copilote par le col de la chemise. Il le confie à sa complice, qui elle était déchaînée. Hein. L'aide est déchaînée. Pas sexy du tout. Et alors, lui, il ne savait pas ce qui lui arrivait, notre pauvre Daniel Lhomme, il l'attrape, il l'expédie en cabine. Moi, il m'attrape, sans ménagement, et vous prenez la place ici. Et toujours les mains en l'air. Bon, quelques minutes passent, l'avion était en route vers, comment ça s'appelle, Corfou, et il est toujours les mains en l'air. Au bout de 5-10 minutes, il se saisit d'une carte, la consulte, et nous montre à l'extrémité ouest de la crête une balise de navigation, un petit peu ancienne, qui s'appelait, pas Mykonos, je ne connais que ce nom-là, bon, fréquence 219. Bon, vous vous dirigez là-dessus. Alors, Michel Bacos fait les manœuvres qui vont bien, on se dirige là-dessus. Et il voulait absolument que l'aiguille soit devant. Il était hors de question que l'aiguille qui indiquait la direction de la station puisse être à 10 degrés à droite ou à gauche. Et alors il fallait la mettre à 10 degrés à droite parce qu'on avait par le travers droit un vent d'ouest qui faisait environ 100 nœuds. Interdiction, l'aiguille doit être devant. Bon, nous sommes arrivés quand même à la balise, et là, toujours sur la carte, il nous montre Benghazi. Cap sur Benghazi. Bon, il faut à peu près 1 heure pour aller de Mykonos à Benghazi, et nous arrivons à Benghazi, à l'altitude toujours de 21 000 pieds. Le pirate de l'air avait pris la commande de l'avion. Il s'appelait Basile Al-Koubazi. C'était le nom d'un martyr palestinien qui avait été tué, je ne sais plus trop à quelle occasion. Voilà. Donc il se présentait non plus comme Air France 139, mais Basile Al-Koubazi. Et arrivé à la verticale de Benghazi, il donne le micro à Michel Bacos, qui lui dit Michel Bacos demande au contrôleur de Benghazi l'autorisation d'atterrissage. Réponse, vous attendez. Et on tourne au-dessus de Benghazi. Et on tourne pendant 1 heure.
Parce que dans ce pays-là, un avion inconnu, détourné, qui arrive et qui demande à atterrir, le problème doit être traité en haut lieu. Donc, vraisemblablement, ça s'est remonté très loin dans la hiérarchie libyenne. Et au bout d'une heure, à peu près, au moins une heure, on est autorisé à l'atterrissage. Nous sommes autorisés à l'atterrissage. Et l'Allemand avait disparu. Et l'Allemand de nous garder au poste de pilotage. Et on le voit réapparaître à un moment avec des fils rouges, avec un appareil pour déclencher une explosion. Et il nous dit, j'ai mis du plastique sur toutes les portes. Si vous tentez quoi que ce soit, je fais cette manœuvre-là et l'avion saute. Alors il se réinstalle derrière le commandant de bord. L'Allemande repart en première, surveiller les passagers. Nous ne savions pas combien ils étaient. Et après, on a appris qu'il y en avait 2 autres derrière, des Palestiniens. Il était 4. Alors il avait quand même passé des mètres de fil rouge au travers des filtres de police, il avait passé un déclencheur, il avait passé des pannes plastiques. Et je les ai vus après, effectivement, ça ressemblait à des pannes plastiques. Donc on prépare l'approche, et puis il était derrière le commandant de bord, et lui tapait sur l'épaule, « Capitaine, posez l'avion doucement, car j'ai mis des pannes plastiques, et si vous posez trop fort, s'il y a un choc, on va exploser. » Donc il avait la trouille de mourir à ce moment-là, lui. Mais il n'avait pas peur de mourir dans ces sinistres entreprises, il avait peur de mourir d'une explosion. Alors Michel de Bacos prépare un atterrissage superbe. Je dois vous dire qu'avec Michel Bacos, on était jeunes sur cet avion, on avait fait le stage de formation à Toulouse 3 mois auparavant. Mais enfin, il fait un atterrissage superbe, alors l'Allemand lui tape dans le dos, bravo, bravo capitaine, etc. Bon, on nous donne une place, on parque l'avion, on arrête le moteur, on met en marche le petit moteur qui est dans la queue et qui nous donne l'électricité et l'air comprimé pour la climatisation de la cabine. Et puis rien ne se passe. Je vois arriver un homme en blanc, vraisemblablement un mécanicien d'Air France, puisque Air France assistait à l'époque les Libyens, qui est venu spontanément faire un tour de l'avion, vérifier les freins, les moteurs, etc. Et puis qui après s'est mis un peu sur la gauche et nous a fait que tout était correct. Bon, puis des forces de police sont arrivées, il y a eu des discussions, et alors tout ça, ça prenait beaucoup de temps, hein, peut-être 1 heure. Et il nous dit, il faut préparer. Alors, Michel Bacos lui dit, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il faut préparer un vol. Et alors, vous voulez aller où? Ah, ça, je ne vais pas vous le dire. Vous voulez voler combien d'heures? Vous voulez faire combien de kilomètres? Très loin. 4000 kilomètres. Alors, 4000 kilomètres, ça nous interpellait déjà un petit peu. 4000 kilomètres. Donc, il faut prendre du pétrole. Il faut prendre du pétrole, oui. Oui, alors il me dit, j'ai commandé le pétrole. Oui, mais attendez, à Benghazi, ils n'ont jamais vu d'Airbus encore. Les pétroliers ne savent pas faire le plein d'un Airbus. Et puis si vous voulez repartir, il faut que moi je descende, que j'aide le pétrolier à brancher les tuyaux d'alimentation en pétrole, puis que je jette un coup d'œil à mon avion, les moteurs, les freins, les roues, les pneus, etc. Ah oui, vous voulez descendre. Bon, je descendrai avec vous. Et si vous tentez de fuir, je tue vos camarades. Alors, en rigolant, je lui dis, ben, c'est une bonne raison pour que je ne fuis pas. Et alors, on descend. Alors là, je vois en cabine, je fais un petit salut aux passagers qui se demandaient ce qui se passait. Je dis au chef de cabine, on part pour 4000 km. On descend. Alors, j'étais devant, il était derrière moi, et je sentais le revolver contre mon dos. Les pétroliers étaient là, mais avec un camion ridicule qui devait contenir 5 tonnes
de carburant. Donc, avec Michel Bacos, on s'était mis d'accord, maxi carburant. Nous décollions en surcharge, mais face à la mer, c'était pas grave. Maxi carburant. Bon, alors, avec des 5 tonnes à la fois, il y en avait pour un certain temps. Donc, les pétroliers branchent à l'endroit indiqué. Il y a une petite trappe dans le train d'atterrissage où on peut mettre en route le remplissage. Je mets en route électriquement le remplissage et ça coule. Alors on regarde, pendant ce temps-là j'en profite pour faire le tour de l'avion, toujours avec le revolver dans le dos. Puis les pétroliers avaient vidé leur camion de 5 tonnes, donc il fallait qu'ils repartent faire le plein. Repartir faire le plein, ça prenait une demi-heure. On les voit revenir, il nous coule encore 5 tonnes dans l'avion. Et puis, on faisait les 100 pas tous les deux avec l'Allemand, côte à côte cette fois. Il avait le revolver comme ça. La nuit tombait. Et alors je lui dis, vous êtes le chef de l'opération? Il dit oui. Je lui dis, vous savez, là-haut, il y a 250 personnes. Votre place n'est pas ici, elle est là-haut. Elle me dit, oui, mais vous allez vous sauver. Je dis, non, si je me sauve, vous tuez mes camarades. Je n'ai pas du tout envie que vous tuiez mes camarades. Il me dit, est-ce que j'ai votre parole? Je dis, absolument. Et il s'en va. Il remonte l'escalier, il me laisse tout seul. Et je continue à faire les 100 pas tout seul. Donc là, j'avais le temps de réfléchir. Je me suis dit, voyons voir, 4000 km, il y en a pour 5 heures. Il faudrait qu'on arrive à leur point de destination, il faudrait qu'on arrive au jour. Si on va se poser sur un terrain, on n'a pas de carte d'atterrissage. Il faudrait qu'on arrive au jour. Alors, je me suis dit, il faut que je fasse traîner. Il faut que je fasse traîner les pleins. Ça traînait déjà comme suffisamment, mais il faut que je fasse traîner encore plus. Alors, je faisais les 100 pas, et en passant sous mon petit panneau où il y avait un bouton, clac, je coupais le remplissage des réservoirs de l'avion. Les pétroliers s'en apercevaient absolument pas. Je continuais mes 100 pas pendant un quart d'heure, et puis je remettais un petit coup de remplissage. Bon, ils se sont aperçus de rien. Ils sont repartis encore chercher une cargaison. Et ça a duré facilement 3 heures. L'Allemand descendait de temps en temps, disant, alors on en est où? Alors, je dis, qu'est-ce que vous voulez? Avec un engin comme ça, préhistorique, 5 tonnes à la fois, nous, on veut prendre 35 tonnes de pétrole, ça fait un certain nombre d'allers-retours. Bon, la nuit était tombée. Alors, je réfléchissais, je n'arrêtais pas de réfléchir, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire là? Il y avait sur ce petit panneau de commande du remplissage, il y a un autre bouton qui arrête le réacteur de queue qui nous fournit l'électricité et l'air. Alors, si en poussant ce bouton, on plongeait l'avion dans la nuit. Et à ce moment-là, l'évacuation d'urgence pouvait être déclenchée, les passagers pouvaient partir sur le parking, et là ils vont tirer, ça va être un carnage. Donc je n'ai pas retenu cette option. L'option que j'ai retenue finalement, c'est de faire traîner maxi les pleins de carburant. Donc vers 9h du soir, la nuit était tombée déjà depuis 2 heures, je remonte. Avant, j'avais payé le carburant avec la carte d'Air France. Je remonte, je regarde où on était. Je dis à Michel Bacos, on a 40 tonnes de pétrole. 6 tonnes à l'heure, on peut voler pendant 6 heures, quoi. Enfin, c'est pas trop, quand même. Hein. Et on décide de partir comme ça. Le chef de cabine lui avait demandé de l'eau, avait demandé des plateaux repas qu'il a obtenus. Et puis vers 9h du soir, on dit à notre Allemand, qui nous laissait au poste tous les deux pendant une dizaine de minutes facilement. Mais la porte ouverte, bon, il avait un œil sur nous évidemment. Et on dit bon, on va partir, hein, on va partir. Alors, l'Allemand arrive, Michel Bacos lui dit voilà,
on vous emmène où vous voulez. Selon moi, je veux travailler avec un équipage complet et je veux travailler selon les standards de la compagnie. Ça implique que le copilote revienne. Alors l'autre lui dit, non, c'est pas... Non, non. Il dit, écoutez, à ce moment-là, on ne part pas. Il est logique que moi, je ne veux pas travailler pendant ce vol. Le copilote va faire des manœuvres de pilotage, le mécanicien va faire son travail, et moi je suis disponible intellectuellement. C'est comme ça que ça se passe, finalement, dans des situations de secours. Hein. Et bon, d'accord, il nous ramène le copilote. Il faisait grésuit, il n'a pas été trop malheureux. Ils m'ont maltraité quand même. Bon. On prépare le départ du vol, et puis on dit à l'Allemand, je pourrais l'appeler par son nom, il s'appelait Bose. Il était de la bande Abadère. 2 Allemands de la bande Abadère et 2 Arabes du FPLP Georges Abache. Voilà. Alors on demande à l'Allemand, c'est bien joli, on décolle face au nord, face à la mer, et après on va où? Notre peur c'était d'aller à Tel Aviv. Hein, et qu'il fasse s'écraser l'avion sur Tel Aviv. Et là, on aurait peut-être tenté quelque chose, je ne sais pas quoi. Hein. Dans nos discussions avec Amnon, il me l'a souvent reproché, t'aurais dû lui piquer son revolver, lui foutre une balle dans la tête. C'est pas tellement facile à faire quand on ne connaît pas le revolver. Bon, il me dit, nous partirons vers le sud. Bon, donc c'était déjà ça a été plus Tel Aviv, à moins qu'il nous emmène vers le sud, un petit coup à l'est, et qu'il remonte à Tel Aviv, une route vers le nord. Donc non, vers le sud, et on avait sorti les cartes, et il nous montre la direction, en gros, de Nairobi, une route bien connue, tous les avions d'Air France qui vont à Nairobi, passaient à l'époque à la verticale de Benghazi, ceux qui allaient à la Réunion, l'île Maurice, pareil. Bon. Donc, nous décollons, nous nous installons sur cette route, à peu près direction sud, et puis le contrôle nous donne un niveau de vol de 280, nous convenait. Et voilà, on s'installe dans la nuit, l'avion partant vers le sud. L'atmosphère s'était détendue au poste de pilotage. Il était installé derrière le commandant de bord, il avait le revolver dans sa ceinture, et il souriait presque. Moi, je l'avais fait sourire dans nos discussions en bas en lui disant « Remontez donc, c'est pas la bonne place. » Bon. Alors, l'atmosphère était bonne. Donc, on passait les différents points. Et puis il s'intéressait à la centrale de navigation, à inertie. Il s'intéressait beaucoup à ça. Alors, comme nous avions 3 centrales sur l'avion, dont une d'un côté de lui, je lui expliquais, vous voyez, on entre la longitude, la latitude du point, on appuie sur quelques boutons, et puis l'avion, si on veut, se dirige vers ce point-là. Alors, au bout de peut-être 3 heures de vol, il sort la carte, il la met devant nous tous les 3, en TV. Alors avant, il m'avait demandé, oui, sur une route où vous pouvez aller vers les points qui sont pour les coordonnées géographiques, qui sont marqués sur la route, oui. Mais si un point est à l'extérieur de la route avec ses coordonnées géographiques, est-ce que vous pouvez y aller? Bien sûr, il suffit d'entrer les coordonnées du point, puis on va dessus. Alors là, en TV. On s'est regardé à 3, on dit là, il y a un paramètre supplémentaire qui vient de s'introduire. Parce qu'il y avait Amin Dada en TV. On ne le connaissait pas très bien, mais enfin on savait que c'était un facétieux, c'était un atypique, certains diront un fou. Alors, donc, en TV. Bon, alors on lui dit, écoutez, on va continuer un petit peu sur la route, et puis à un moment donné, il y a la route qui quitte le magazine Nairobi, et puis on va se diriger vers Entebbe. Alors on se dirige vers Entebbe.
Et on arrive à la verticale d'Entebbe. Alors là, même scénario, l'avion demande un atterrissage. Ah oui, là c'est comme à Benghazi, on ne peut pas donner un atterrissage comme ça. Et là, vraisemblablement, il fallait en référer au chef contrôleur. Le chef contrôleur, c'était Amin Dada. Et au milieu de la nuit, il fallait réveiller Amin Dada. Donc on a tourné au moins 1 heure, là encore. Et alors, nous n'avions pas de carte d'atterrissage à Entebbe. Et Entebbe est un terrain sur le lac Victoria, entouré de très hautes montagnes. Alors, un avion d'East African Airways nous avait entendu, et le pilote nous dit, j'ai compris que, Air France, j'ai compris que vous allez en Entebbe, vous n'avez pas de carte. Alors préparez-vous à noter, je vous fais une carte. Et il nous explique, bon, la piste fait 3000 mètres de long, voilà son orientation. Sachez, alors il insistait beaucoup là-dessus, sachez qu'à 10 000 nautiques dans l'axe de piste vers l'ouest, il y a des montagnes qui sont à 6 ou 7 000 pieds, hein, qui sont des hautes montagnes, et puis il y en a tout autour, sauf à l'endroit du lac Victoria. Alors on donne tout ça, il nous donne la position de la balise d'entrée de piste, on le remercie bien. On avait tous les 3 notés, fait une carte, on regarde nos cartes, c'était correct. Il y avait qu'un truc qui nous chiffonnait un petit peu, c'est que la balise d'entrée de piste, on l'avait tous les 3 notés par le travers de l'entrée de piste et à peu près à 5 km. Pas pourquoi. Alors, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, l'autorisation arrive, vous êtes autorisé à atterrir. Alors, le copilote pilotait, il fait sa procédure et il se dirige vers cette fameuse balise qui est censée être à 10 km dans l'axe de piste, et nous, on avait fait évidemment à 10 km, mais largement à droite. Il fait sa procédure là-dessus, il y avait des nuages complètement couverts. Alors inutile de vous dire qu'on regardait aussi la radiosonde, hein, pour savoir si on n'allait pas se rapprocher dangereusement du relief. Et dans le silence du poste de pilotage, il fait sa procédure et il perce les nuages. Il perce les nuages et pas de piste devant nous. Et on l'aperçoit dans le lointain à gauche. Bon, il fait une procédure de rattrapage et puis il s'axe sur la piste et il atterrit et on roule jusqu'au bout de la piste. Et au bout de la piste, on avait un comité d'accueil, des automitrailleuses, des tas de soldats noirs d'Amin Dada qui étaient très, très, très menaçants. La tour de contrôle nous donnait des ordres, et pour aller nous affecter un point de parking, et dès que les moteurs poussaient un petit peu, les autres braquaient les mitraillettes, et en nous faisant signe que non. Alors, Michel Bacos avait repris le micro, et il expliquait à la tour, écoutez, vous nous donnez un parking, vous nous donnez des axes de roulage, mais les autres Gugus en bas ne sont pas du tout d'accord. Alors le contrôleur dit, bon écoutez, obéissez-leur. Bon. C'est eux qui avaient les armes, ils avaient donc raison. Hein. Alors on suit leurs ordres. Alors il nous faut remonter pratiquement toute la piste, 3 km de long. Ils nous font prendre vers la droite une autre piste d'atterrissage qui était l'ancienne piste d'Entebbe. Et on roulait face au sud à ce moment-là, vers le lac Victoria. Puis à un moment donné, ils nous font signe d'arrêter. Bon, on arrête les moteurs. Et puis ils entourent, ils se mettent dans des positions de guerriers avec des fusils mitrailleurs, des bagnoles avec mitrailleuses, etc. Et très menaçants. Et des gars comme ça, qui ne sont pas blancs, c'est inquiétant quand même.
sais pas trop ce qui peut se passer dans leur tête. C'est des propos racistes que je tiens là. Et donc on arrête les moteurs. Il devait être à peu près 5 heures du matin, c'était toujours la nuit. Et puis sur notre centrale de navigation, on regarde, il y avait des zéros partout. Alors zéro partout en latitude, ça veut dire que nous sommes sur l'équateur. 0 degré de latitude nord sur l'équateur. Effectivement, l'équateur passait juste en bout de la piste. C'est un détail. Et devant nous, vous ne le voyez pas, mais il y avait le lac Victoria. On en profite pour se reposer un petit peu, mettre nos sièges un petit peu en position relaxe, fermer les yeux. Et le sommeil est venu quand même. Parce que la nuit d'avant, on n'avait pas tellement dormi avec la fiesta qu'il y avait à l'hôtel et le mariage. Alors, le jour se lève, il ne se passe rien. 9h, 10h, il ne se passait toujours rien. À un moment donné, on voit arriver une voiture, plusieurs voitures, avec des hommes de race indo-européenne, visiblement des Palestiniens, c'est-à-dire les gens qui nous attendaient pour nous réceptionner là-bas. Et les portes de l'avion s'ouvrent, on voit arriver un escalier, et notre chef du commando descend, et il est accueilli en héros par les autres en bas. Il avait réussi sa mission. Il avait réussi sa mission. Alors ça discute longuement. On voit arriver des Ougandais également. Et puis l'Allemand revient, il nous dit, bon, bah, écoutez, on va vous débarquer, on va débarquer tous les passagers, vous aussi, et vous allez aller dans cet ancien aérogare, qui se trouvait à peu près à 1 kilomètre derrière nous, qu'on devinait, et c'est là que vous allez être détenu pendant un certain temps. Combien de temps? Ça y est, vous ne voulez pas nous le dire, bien sûr. Alors, les choses vont lentement quand même, vous voyez, un autocar arrive, et puis on fait descendre des passagers qui partent, et puis l'autocar revient, et puis d'autres passagers descendent, tous les passagers ont été descendus, et puis l'Allemand vient au poste de pilotage, il dit, bien, écoutez, c'est votre tour, vous abandonnez l'avion maintenant. Alors, bon, si on abandonne l'avion, on arrête le moteur auxiliaire de queue qui s'appelle un APU, et on fait la checklist, stationnement prolongé de l'avion. Voilà. On prend nos sacoches, nos sacs, et on descend. Et on nous amène dans la salle de l'ancien aérogare d'Entebbe, laquelle aérogare était désaffectée. Alors, les passagers nous accueillent par des bravos, des vivas, et pas trop de quoi, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours bon à prendre. Hein. Une pièce qui faisait, prendre comme ici, à peu près 15 mètres de long, qui regardait les pistes d'atterrissage par de grandes verrières, 10 mètres de profondeur, aucune fenêtre, la seule lumière arrivait par ici, et 5 ou 6. Ah oui, si, on va peut-être mettre la photo numéro 4. Voilà. Alors, comment ça se présente? Et nous étions 250. Ça faisait du monde, hein. Et là-dedans, il y avait à peu près vous savez, des canapés, pas en cuir, mais en plastique d'aérogare, une dizaine de canapés, c'est-à-dire 30 places assises. Il était 1h de l'après-midi, nous voyons arriver le commissariat d'Entebbe. Alors le commissariat, c'est le service qui arme les avions en nourriture et en boisson.
Ça s'appelle le commissariat, ou le catering en anglais. On va arriver, il descend une table, il descend une grosse marmite remplie de riz, une grosse marmite remplie de... Ça ressemblait à une daube de bœuf au vin de Bourgogne, vous voyez. Ça sentait pas le vin de Bourgogne, mais ça avait la couleur de la daube de bœuf, en gros. Et puis il y avait environ 250 bananes, des petites bananes. Les passagers se jettent là-dessus, il y avait aussi des assiettes en papier, se jettent là-dessus. Très rapidement, il n'y a plus de bananes, il a resté du riz, de la viande, etc. Bon. On n'a pas vu le coup venir. Ils avaient faim, ils se sont brûlés là-dessus. Dans nos passagers, il y avait 100 passagers israéliens et israélites. Il y avait une cinquantaine d'étrangers, des Anglais, des Américains, et puis 70 Français peut-être à peu près, dont des gens de confession israélite assez nombreux. Alors, le repas se passe, il y en a qui se plaignent parce qu'ils n'avaient pas eu assez à manger. On s'est dit, attendez, ce soir on va procéder différemment. Voilà, alors tout le monde était nourri, il était 2h de l'après-midi, il y en avait 30 d'assis, les autres étaient assis par terre sur des journaux, et puis des petits groupes s'étaient formés. Nous étions gardés par... il n'y avait qu'une seule porte, ici. Ça, c'était de grandes baies vitrées, fermées, et dehors, il y avait un banc, le long des baies vitrées, avec 4 terroristes en armes. Il y en avait 2 à la porte, et ici, il y avait un escalier qui montait à l'étage, et il y en avait un qui était en haut de l'escalier, et qui balayait avec sa kalachnikov toute la salle. Petit détail, les toilettes. Ah oui, ce plan est faux. Hein. Le plan est faux parce que là, il y a marqué escalier vers le premier étage, c'est faux. Les toilettes étaient là, dans ce coin-là. Et là, il y avait un bar, un ancien bar d'aérogare, où des gens avaient caché des bagages, et il y en a qui avaient planqué du whisky. On nous avait retiré tous les alcools dans les bagages. Bon. Le soir est arrivé, vers 7h du soir, on a vu revenir le commissariat avec la gamelle de riz et de daube et les bananes. Mais alors là, on s'est dit, attention, c'est les hôtesses qui vont, et les stewards qui vont assurer le service. Oui, mais il y en a qui sont passés 2 fois. Et à peu près, il restait encore 50 personnes à nourrir, il n'y avait plus de bananes. Bon. Demain, ça ne sera pas pareil. C'est nous qui allons distribuer les bananes. Et on a fini par distribuer les demi-bananes pour que tout le monde en ait. Oui. Enfin, ce problème a été rapidement réglé, mais il a fallu facilement 2 ou 3 repas pour que les réglages soient affinés. Oui. Quant à la boisson, avec une daube de bœuf des hauts plateaux, on aurait bien vu un beau vin rouge, mais ben non, c'était de l'eau, hein, des bouteilles d'eau. Oui. Bon, personnellement, je n'ai jamais mangé cette viande qu'ils nous proposaient à chaque repas, parce que ça ne me disait rien. Donc je me suis nourri de bananes et de riz. Et voilà, la nuit est arrivée. Personnellement, je me suis couché sur 2 journaux, et comme j'avais envie de dormir, j'ai très bien dormi. La lumière était restée allumée. Le lendemain, réveil, petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, je ne sais plus ce que c'était. Ça me fait du riz aussi. Et l'Allemand vient me trouver en me disant, vous venez avec moi à l'avion. Et je lui dis en souriant, je lui dis pourquoi? Il me dit, je veux descendre tous les passagers, tous les bagages des passagers. Alors là, je lui dis, attention, sur ce type d'avion-là,
On ne descend pas comme ça les bagages des passagers. Il nous faut des élévateurs, il faut du matériel pour descendre les containers qui contiennent les bagages des passagers. Mais je dis aussi, vous y tenez vraiment, vous avez de la main-d'œuvre? Oui, j'ai toute la main-d'œuvre qu'il faut. Il y avait un bataillon de noirs qui était là. Bon. On part à l'avion, qui était à 1 kilomètre de là, et c'est là j'ai vu le lac Victoria. Alors là, je me suis dit, je m'étais dit, il faut que l'avion soit en état de marche. Donc, à chaque fois que j'irai à l'avion, je ferai une visite complète. Donc, mise en marche de l'APU, faire fonctionner les commandes de vol, c'est pas prévu ça dans les visites, mais enfin, je mettais tout en marche. Et ça prenait facilement 1 heure de préparation. J'allais faire un tour à l'extérieur, voir s'il n'y avait pas de fuite, s'il y avait des fuites. Tous les freins avaient fui. Il y avait des flaques énormes sous tous les freins. Ben oui, c'est là que j'ai compris que si on laisse les freins en pression, avec une haute pression sur des avions, ben ça fuit. D'habitude, on nous met tout de suite des cales, hein, et on supprime les freins. Bon, enfin bref, c'était mineur comme détail. Alors, je lui ai dit, maintenant il faut nous amener des surfaces, des plateaux, de façon que l'on puisse accéder aux soutes. J'avais ouvert les portes de soute hydrauliquement, ou électriquement, je ne me rappelle plus. Et ça fait rien, c'est tout le matériel est arrivé, des plateformes élévatrices, etc. Et puis les gars du coin, les Ougandais, se sont mis à sortir les bagages. Sortant les bagages d'un container, on sortait le container, on le descendait, on le mettait sur le parking. Quand tous les bagages ont été sortis des 2 soutes, j'ai fait remettre les containers en place, on les a verrouillés, on a fermé les soutes. Voilà, alors l'Allemand est parti avec 2 ou 3 Palestiniens et les bagages pour fouiller tout ça, et pour obtenir tous les passeports des passagers. Les passeports, ils les avaient obtenus déjà la veille. Hein. Et ils avaient opéré un tri entre les Israéliens, les Israélites, ceux qui soupçonnaient d'être Israélites, le nom, hein, et puis les autres. Hein. Alors les bagages, je crois qu'on ne les a jamais revus. Alors ça avait pris plusieurs heures, hein, l'épisode bagage. Bon, les repas, la nuit, le lendemain, ça c'était le mardi. Ah oui. Le mardi, c'est situé un épisode, vers 2h de l'après-midi, l'Allemand arrive et nous dit, il y a une première libération. Michel Bacos l'avait subodoré, qu'il y avait libération. Parce que Michel Bacos était né à Port-Saïd, au bord du canal. Son père travaillait au canal de Suez, et il était né là-bas. Et tout gamin, il avait joué avec des petits Égyptiens, et il parle arabe, Michel Bacos, mais il l'avait dit à personne. Donc lui, il traînait l'oreille du côté des Palestiniens, et il avait entendu des bruits de libération. Alors effectivement, vers 5-6 heures du soir, un autocar est arrivé. Le grand chef palestinien qui nous avait accueillis en Entebbe, il était pas mal ce type-là. Il faisait son boulot de terroriste, mais il avait belle allure, il avait le visage intelligent, et il est arrivé avec une pile de passeports, a appelé les gens, donnez le passeport, vous partez. Et mes bagages, ils suivront par le prochain avion. Donc là, on a eu 100 personnes à peu près de libérées. À l'exclusion, il n'y avait aucun Israélien ni Israélite dans les libérés. Hein. Donc libération. Un Boeing 707 d'Air France était arrivé à Entebbe, et dans la nuit, on l'a entendu redécoller avec ces 100 personnes. Mercredi, le jour suivant, même scénario, hein, des Ougandais partout autour, des fusils mitrailleurs braqués, comme depuis notre arrivée, le même menu.
Et l'Allemand vient me trouver en me disant, on va à l'avion ensemble. Ah, je dis pourquoi? Je veux les boîtes noires. Et pourquoi faire? Je veux les boîtes noires. Il pouvait surtout pas étudier les boîtes noires. Hein. Il faut du matériel pour écouter, pour relever les paramètres et surtout, il voulait nos conversations. Alors, bon, je pars avec lui, j'en fais mon cinéma, 1 heure de préparation de l'avion. Je vais dans le cône de queue de l'avion où il y a les boîtes noires qui sont de couleur orange. Je démonte comme je peux les boîtes noires, elles sont descendues et puis ils partent avec ça. Le lendemain, même demande, je veux le micro. Alors, il y a un micro dans le plafond du poste de pilotage qui est censé recueillir nos conversations, et ça, c'est envoyé dans une boîte noire spéciale. Je veux le micro. Bon, alors il a fallu démonter le micro, c'est pas évident. Alors, nous étions peut-être le jeudi. Et alors le jeudi, très rapidement, encore très rapidement, une nouvelle libération. Avant cela, le mardi, il y avait eu une première libération. Et après cette première libération, ils avaient appelé tous les Israéliens et Israélites et ils les avaient mis dans cette salle-là. Donc ils étaient là à peu près 100 personnes. Alors, parmi nos passagers, il y avait un Français, dont le nom est Michel Cogeot, il est décédé depuis. C'était un homme remarquablement intelligent. Et il venait de temps en temps voir notre groupe de navigants d'Air France, puis on avait noué une sympathie tous les deux. Bon, il me posait beaucoup de questions, je répondais. Combien vous reste-t-il de pétrole dans l'avion? Vous pouvez voler combien de temps? L'avion est-il en état, etc. Bon, et bon, j'avais su, moi je lui posais aussi des questions. Qui êtes-vous? Ben, il avait été en son temps ancien de Sciences Po, plus jeune fonctionnaire de la Banque mondiale, et ce n'est pas n'importe qui. Je vais prendre un petit bonbon parce que je sens que ma gorge fait lui. Oui, je veux bien me faire marquer, j'ai oublié les matelas, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, une libération annoncée. Je dis à Michel Cogeot, vous en êtes? Il me dit j'espère, parce que je suis sous le nom de Cogeot, alors que son père, il l'avait reconnu, s'appelait Goldberg. C'est un homme qui, étant gamin, habitait Lyon, avec ses parents. Son père l'avait envoyé faire des courses. Quand il est rentré, Barbie avait été venue arrêter le père. Il est mort en déportation. Et Cogeot en a conçu une rancœur définitive contre Barbie, et il a essayé de le tuer. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, mais il l'a retrouvé en Amérique du Sud, il voulait le tuer. Bon. Oui, je pense que je vais être libéré. Alors effectivement, le gars arrive avec sa pile de passeport, donne les noms, Cogeot. Je lui dis, écoutez, débrouillez-vous, demain, téléphonez chez moi. Je m'en arrange. Et dites que tout va bien. Oui, c'est tout à fait relatif. Donc, on libère encore du monde, sauf les Israéliens, Israélites. Il libère un couple de Marocains, français-marocains, des gens qui parlaient mal le français. Il libère ce couple qui était avec leur fils, qui avait 18 ans à peu près, et qui, pour aller voir de la famille en Israël, ils n'avaient pas le droit d'aller en Israël quand on est marocain, était passé par la France. De la France, ils avaient pris un avion pour aller en Israël, et ils s'étaient fait choper avec nous. Alors, il les libère tous les deux. Alors, les pauvres gens, vous savez,
des pauvres gens, quoi, du bas de gamme. Hein. C'est méchant ce que je dis là. Alors le grand chef palestinien, je lui dis, mais écoutez, regardez-les, qu'est-ce qu'ils vont foutre tout seul? Il y a le fils, vous libérez pas le fils? Non, on ne libère pas les jeunes. Exceptionnellement, vous pouvez libérer le fils. C'est pas grave ça. Hein. Mais ça ira beaucoup mieux pour eux, hein, s'ils sont avec leur fils. Alors il était là, il me regardait, avec un sourire entendu, il me dit, bon, c'est d'accord. Alors le fils a été libéré, et puis tous ces gens-là ont embarqué dans l'autocar, le Boeing 707 d'Air France était arrivé, tout le monde est reparti. Et les Israéliens qui étaient parqués là, israélites, on les a ramenés dans notre salle. Cheikh Michel Kojo m'avait dit, quand les Israéliens étaient là, m'avait dit, il faudrait que l'équipage d'Air France aille avec eux. Alors je lui ai dit, écoutez, monsieur Kojo, s'il va se passer quelque chose, ça commencera par là. Moi, personnellement, je n'irai pas. Mais je passerai de longues heures avec eux. Dans la journée, j'irai beaucoup avec eux. Michel Bacos y allait également. Le chef de cabine y allait. Les hôtesses y allaient moins. Les hôtesses étaient assez traumatisées. Il y en a qui pleuraient de temps en temps. Alors, Bacos avait une méthode très expéditive. Si j'en reprends une à pleurer, je la baise. Et alors à ce moment-là, les filles qui ne manquaient pas d'esprit, toutes se mettent à hurler en même temps. Il faut dire que Bacos était beau, il est superbe. Hein. Il a aujourd'hui 91 ans, on a 10 ans d'écart. C'était vraiment le bel homme. Il avait une femme ancienne hôtesse allemande, encore plus belle que lui, quoi. Et les enfants sont toute réussite. Bon, bref, je ferme ma parenthèse. Donc, on s'occupait, on allait bien, on allait avec eux, beaucoup, hein. Mais moi je n'allais pas dormir avec eux, personne de l'équipage n'allait dormir avec eux. Donc on les a ramenés dans la pièce, hein. Voilà Michel Bacos. À l'arrivée à Tel Aviv. Qui a une chemise. Comment? Il a une chemise. Une robe de chemise. Ah ben il a une chemise, lui. Bah oui, ce soir-là, j'avais décidé de me déshabiller pour la première fois d'une semaine. Bon, j'y viendrai. On dit tout, le temps tourne, ça fait 1 heure. Là. Bon, je n'ai plus qu'une demi-heure au compteur. Donc nous étions le jeudi. Notre camarade Michel Kojo, arrivé à Paris, n'a pas perdu le nord, il est parti direct à l'ambassade d'Israël, en leur disant, je ne sais pas ce que vous préparez, mais sachez que moi j'ai des choses à vous dire. Il leur a fait un descriptif des lieux, des habitudes, etc. Il a passé toute la journée, il a passé 12 heures là-bas, et les télégrammes codés circulaient entre l'ambassade d'Israël et le point névralgique en Israël qui s'appelle la fosse, hein, là où tout le Brett Trust militaire préparait l'opération TB. Alors, donc nous arrivons le vendredi. Alors, Amin Dada, le premier jour, était venu nous accueillir. Le premier jour, il était arrivé en bardé de médailles. Le voilà, avec sa médaille de parachutiste israélien, car il faut dire que 4 ans avant, il avait viré tous les Israéliens d'Entebbe, les Israéliens qui étaient en assistance technique, qui lui avaient formé des pilotes, des parachutistes, qui avaient restructuré son armée. Il était très bien avec Israël à cette époque-là. Puis brutalement, il a viré tout le monde, du jour au lendemain. Et il avait conservé un ami, c'était le général Barlev. Et le général Barlev, pendant toute l'affaire d'Entebbe, pendant toute la semaine, téléphonait à Amin Dada, en lui disant, mais enfin, mon cher ami, faites donc ce qu'il faut pour libérer ces gens-là, et vous aurez à ce moment-là une stature mondiale. Et l'autre devait lui répondre, mais j'ai déjà une stature mondiale, mais ce n'était pas pour les mêmes raisons. Enfin bref.
Amin Dada, nous le voyons vu le deuxième jour, il était en Field Marshal. Alors il fallait l'appeler Monsieur le Field Marshal, président à vie de l'Ouganda. Et si un gars se trompait, ça, il le reprenait violemment. Et il nous faisait un discours en disant que lui et son gouvernement étaient très... En fait, il travaillait jour et nuit, il était très inquiet de la situation. Mais si Israël ne voulait pas libérer les 50 otages demandés, eh bien, il allait se passer des choses dramatiques à Entebbe. Voilà. Je fais ce qu'il faut, mais je dis pas rien. Et puis, il venait tous les jours, Amin Dada. Un jour, on l'a vu venir avec sa femme. Il devait en avoir une demi-douzaine. Hein, avec son fils, là, il devait en avoir 2 douzaines. Bon. Il arrivait toujours dans sa grosse Mercedes noire, suivi de 2 Land Rover bourrés de soldats. Alors Amin Dada avait été élu président de l'Organisation d'Unité Africaine. Ils auraient pu trouver mieux, mais enfin ils avaient élu Amin Dada. Et le vendredi, il vient de dire, je pars présider la réunion de l'Unité Africaine à l'île Maurice, et je vous confie, colonel, je ne me rappelle plus le nom, un colonel de 30 ans, alors véritablement, la gueule de la sale bête, là, hein. Le mec... il ne m'inspirait aucune confiance, celui-là. Et effectivement, dès qu'Amin Dada a eu le dos tourné, les fusils mitrailleurs se sont rapprochés, se sont mis en batterie à 20 mètres de notre salle, et il nous a dit, le courant électrique fonctionnera toute la nuit. Si quelqu'un se lève, mes soldats ont l'ordre de tirer. Alors, situation extrêmement critique. Cette nuit-là, on n'a pas dormi. Revêtus de nos uniformes, on a patrouillé debout dans la salle. Dès qu'il y avait des gens qui criaient, parce que la nuit, il y avait des gens qui faisaient des cauchemars, il y avait des gens qui hurlaient. J'ai vu un soir une situation absolument psychédélique, je ne sais pas si le mot est approprié, une vieille femme qui se met à hurler littéralement, et puis elle part par la porte. Hein. L'Allemand qui était là la rattrape, et comme un fils, la prend par le cou, la fait asseoir. Elle parlait allemand, il lui parle en allemand, et il lui explique que demain elle serait libérée et qu'elle serait sur le boulevard Saint-Germain. Je comprenais ça, le boulevard Saint-Germain. Bon. Chef de cabine qui parlait allemand entendait aussi la conversation. Nous étions sortis pour la chercher. Bon, l'allemand l'avait calmé pendant 1 heure. Donc j'en reviens au départ d'Amin Dada à l'île Maurice, ce jeune colonel nous crée une situation très stressante et très inquiétante. Hein, très inquiétante. Cette nuit-là, dès que quelqu'un hurlait, on était sur lui, on le calmait, etc. Bon. Et ça devait être la nuit du jeudi au vendredi, ça, oui. Le vendredi était une journée triste, parce que les Allemands nous avaient dit qu'ils donnaient un ultimatum à Israël jusqu'au vendredi, et que s'il n'y avait pas de décision en Israël, ils commençaient à tuer des otages. Peut-être même en commençant par un membre de l'équipage. Et Bakos l'avait entendu, ça. Alors, c'était une journée lourde. Le vendredi arrive aussi un épisode. Un bulldozer qui travaillait derrière l'aérogare arrache la canalisation d'eau qui alimentait l'ancien aérogare. Plus d'eau pour nous. On avait des toilettes, on avait des douches, enfin très peu, hein, et plus d'eau dans les toilettes. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un pays normal? On appelle une entreprise de plomberie ou de travaux publics. Là, on appelle le plombier en chef, qui arrive, Amin Dada, qui regarde la situation et qui prend des décisions. C'était le gars qui prenait des décisions, ça, Amin Dada. Hein. Il dit, bon, c'est très simple, on appelle les pompiers du terrain d'Entebbe et ils remplissent les réservoirs d'eau qui sont sur le toit de l'aérogare. Oui, mais dans les réservoirs d'eau, il y avait 40 années de dépôt de latérite. Et quand les pompiers mettent leur lance là-dedans, ils décollent toute la latérite, ils font une pâtée complètement rouge, vicieuse, qui a bouché toutes les canalisations de toilettes. Et alors, je l'ai appris le lendemain, dans la nuit du vendredi.
Je l'ai appris parce que j'étais tellement fatigué que j'ai dormi. Toute la nuit, dormi sur mes journaux, là. Oui, Hamid Dada nous avait aussi octroyé des matelas. Alors il a réquisitionné tous les matelas possibles dans Kampala, qui étaient dans une enveloppe en papier, des matelas d'une place, et il nous avait fait livrer un camion de matelas. Alors on avait mis les matelas par terre, alors les gens la nuit qui se retournaient sur les matelas en papier, ça faisait un bruit pas possible, qui empêchait tout le monde de dormir. On avait interdiction d'enlever l'enveloppe en papier parce que les matelas devaient être redonnés à leurs propriétaires, qui devaient être des Chinois du coin, qui étaient marchands de matelas. Alors, oui, alors, pour occuper un petit peu c'était le mardi qui nous avait donné ces matelas, on avait des ingénieurs américains, je discutais avec eux, puis je leur avais dit, écoutez, voilà, on va faire un plan de notre salle, on dispose d'un certain nombre de matelas, vous allez réfléchir, nous trouver une disposition pour le jour, de façon avec les matelas, faire des canapés et des dossiers, et la nuit, on dort sur les matelas. Alors là, ça nous donne la photo numéro 5. Voilà. Alors il avait fait de beaux dessins, et vous aviez la position dite de jour, hein, assis là-dessus, assis là, etc. Et ensuite la position dite de nuit, où tous les matelas étaient utilisés pour qu'un certain nombre de personnes puissent dormir dessus. Ça a bien fonctionné, hein, nos ingénieurs américains et anglais avaient bien travaillé. Hein. Donc, je reviens dans la nuit du vendredi. Dans la nuit du vendredi, moi j'avais dormi, quand je me réveille le matin, le chef de cabine me dit, Dino, t'as rien vu toi cette nuit? Je dis non. Il dit, on t'a pas réveillé? Ben non. Mais il dit, tout le monde a été malade. Tout le monde a été malade, tout le monde a eu la dysenterie. Alors, les chiottes bouchées, plus d'eau, plus de papier, la dysenterie, je ne vous fais pas inutile d'insister. Il y en avait partout. J'ai jeté un coup d'œil dans les toilettes, il y en avait partout. Hein. Vous ne pouvez pas entrer dans les toilettes. Et puis, alors, on avait un médecin qui nous avait été affecté dès le départ par Hamid Dada, un médecin libyen, qui a très bien pris la situation en main, et à midi, tout le monde était rétabli. Avec les pilules qu'il avait données, tout le monde était rétabli, mais très fatigué. Alors Hamid Dada est revenu de l'île Maurice, il est venu nous saluer en disant qu'il avait bien travaillé. Je vous ne parlerai pas du souvenir qu'il a laissé à l'île Maurice, mais on en parle encore sur les plages de l'île Maurice. Samedi. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passait en Israël? Bon, diverses options avaient été étudiées. Une attaque pour venir nous libérer, une attaque par le lac Victoria, des parachutistes de la marine qui tombent sur le lac Victoria avec des dinghies, solution non retenue. Le Kenya n'était pas mal avec Israël, débarquer au Kenya et prendre un bateau du lac pour venir transporter des troupes jusqu'à notre campement. Option de revenu, finalement il avait été retenu l'option de 4 avions Hercules gros porteurs, environ 200 hommes sérieusement armés et aguerris, et on se posait de nuit avec un Hercules sur l'aéroport d'Entebbe. Voilà la solution qui avait été retenue. Alors tout ça a été raconté après par Apnon ou d'autres personnes. Je reviens donc à Hamid Dada, retour le samedi. Donc oui, alors en Israël, l'option qui avait été prise, c'était d'une attaque avec 4 avions. Un premier avion se pose. Il y a dedans la Mercedes noire d'Hamid Dada. C'est une Mercedes blanche qui n'avait pas turbulé en noir très rapidement. 2 commandes-cars, des hommes avec des treillis ougandais. Prenez place dans la Mercedes,
le Yoni Netanyahou, qui était le patron de l'unité d'intervention israélienne, il s'appelle le Maxal. C'est le service d'action de la DGSE chez nous, hein, mais ça fait partie de l'armée. Le Mossad étant ayant des rôles plus politiques et plus ciblés. Ils vont assassiner à Beyrouth, ils vont assassiner à droite à gauche. Et le Maxal est capable de vous conduire une attaque massive loin de ses bases. Et là, 4000 km de ses bases. Donc, premier avion, la Mercedes de commande-car. Il se pose à minuit. La piste est allumée. Il roule. Il prend la piste que nous avions prise, nous, et il s'arrête à 1 km de notre campement. Tout ça reposait sur le fait de ne pas être détecté. On ne détecte pas les avions qui survolent la mer Rouge. Et pourtant, ils ont dû être détectés. Ils ont survolé à basse altitude. Et ils étaient protégés par des chasseurs israéliens qui les ont conduits presque à l'extrémité de la mer Rouge. Et comme m'a dit Amnon, il m'a dit il fallait faire décoller 4 avions sans éveiller les soupçons. Donc ils les ont fait décoller de différentes bases, ils les ont amenés auprès de Tel Aviv, ils les ont chargés. Ils sont repartis vers le nord, repartis ensuite du nord vers le sud, etc. Et ils se sont regroupés près de Sharm el-Sheikh sur un petit terrain auprès de la mer Rouge, où ils ont fait les pleins de carburant. Inutile de vous dire qu'eux ont décollé en très très large surcharge. Amnon m'a dit, j'ai décollé face au nord, et dès que j'inclinais mon avion, immédiatement le lufting se mettait à vibrer, je ne pouvais tourner qu'à 5 degrés d'inclinaison. Bon, bref, ils sont tous partis, ils n'ont pas été détectés, et à minuit, le premier avion se pose. Alors, le pilote de cet avion-là, un soir, m'a raconté tout ça. Oui, alors, la route qu'ils ont prise pour venir en Ouganda, c'est la route Pointillé. Hein. Seulement, ils ne sont pas passés sur la terre, ils sont passés sur la frontière entre l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou le Soudan. Hein. Et puis après, direct au travers des terres. La météo était mauvaise et les hommes étaient malades dans l'avion. Hein. Donc ils se sont posés, ils ont roulé 3 km, ils ont roulé encore 1 km et ils se sont arrêtés à 1 km de chez nous. La porte arrière de l'Hercules s'est abattue, les véhicules sont sortis et ils tablaient sur l'effet de surprise, ils voulaient arriver à 5 mètres de nous. Pourquoi la Mercedes noire? C'était la Mercedes d'Amin Dada, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais... Et alors effectivement, ça a marché. Ça a marché parce que le premier rayon, le premier rang de soldats ougandais à 200-300 mètres de l'aérogare a salué Amin Dada. Et pour saluer, ils lèvent leur mitraillette en Ouganda. Et ça, Netanyahou ne le savait pas. Le colonel Betzer, qui était aussi dans la Mercedes, les 2 patrons du Maxal étaient dans la Mercedes. C'est tout à fait exceptionnel. Et Netanyahou ne le savait pas, il l'a visé avec son revolver, Betzer n'a pas eu le temps de l'empêcher, et il a blessé le soldat ougandais, et il y a eu un coup de feu dans la nuit, moi c'est ce qui m'a réveillé. Et à ce moment-là, ils ont pris la décision de foncer, mais à 50 mètres de nous, ils ne pouvaient plus y arriver, ils étaient pris sous le feu des Ougandais, sous le feu des terroristes, et ils voulaient surtout éviter que les terroristes ne fassent sauter l'aérogare avec nous avec. Alors, je vous raconte mon timing. Je me suis aperçu tout à l'heure, il y a 2 heures de ça, que j'ai complètement déraillé dans mes souvenirs de timing. Donc à minuit, l'avion se pose. À minuit 20, le coup de feu. Alors, il se pose, il roule pendant 10 minutes, il ouvre sa porte arrière, les véhicules descendent, et là, il très doucement, il roule vers nous, non détecté. Sauf cette bêtise,
on tue un soldat ougandais, c'était l'erreur à ne pas commettre. Il pouvait ne pas la commettre. Donc 20 à 20 coups de feu. Et alors là, le feu d'enfer se déclenche. Hein. Les Israéliens tiraient avec des balles traçantes à 1 mètre de haut. Si tu peux remettre la photo de la salle, c'est la 4. Les Israéliens tiraient. Les Israéliens étaient ici à 50 mètres, mais ils ne pouvaient pas approcher, car sur la terrasse de cet aérogare, il y avait des soldats ougandais qui tiraient sur eux. Les terroristes, assez peu nombreux, il n'était que 4 à l'extérieur, qui tiraient sur eux également. Et nous, on était allongés. Moi, j'étais allongé ici. Et les balles traçantes traçaient à 1 mètre de haut. Il y avait des cris, évidemment. Et à un moment donné, il était 23 à ma montre, je regardais ma montre. Et je vois l'Allemand qui nous avait détourné, il était ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Le jeudi, il avait voulu déplacer l'avion. J'ouvre une parenthèse. Le jeudi, il me dit, on va déplacer l'avion. Alors, je dis à Michel Bacos, il veut déplacer l'avion. On lui dit, on va mettre en route les moteurs. Ah non, non, pas les moteurs. On va prendre un tracteur et on va tracter l'avion. Seulement, il n'avait jamais vu d'Airbus en TV, et il n'y avait pas ce qui s'appelle la barre pour tracter un Airbus. Bon, ça a été assez long. Il a essayé toutes les barres disponibles sur l'aéroport, aucune n'a marché. Et à un moment donné, Michel Bacos, on lui a dit, écoutez, c'est pas la peine, on ne va pas y arriver. Nous, ça nous intéresse d'avoir notre avion tout près de nous. Il voulait l'amener juste devant notre aérogare. Ça nous intéresse. On va mettre l'avion en route, et puis on va vous l'amener, l'avion. Ah oui, mais vous allez décoller. Ben non, on ne va pas décoller. Bon, je suis derrière vous, et le revolver, si vous tentez quoi que ce soit, je vous tue. Bon, alors, même raisonnement que précédemment, on n'a pas envie de mourir. On a déplacé l'avion, et on l'a amené à peu près à 50 mètres de l'aérogare ici devant nous. Je referme ma parenthèse. Non, alors, je la referme pas encore. On essayait des barres de tractage. Et moi, j'étais au poste de pilotage avec l'Allemand, et Michel Bacos était en bas avec le directeur du matériel de l'aéroport d'Entebbe. Ils discutaient. Et avec l'Allemand, on regardait le lac Victoria. Ouais, on était appuyés, hein, on regardait le lac Victoria. Et puis l'Allemand me dit, s'ils viennent un jour pour vous libérer, ils viendront par là. Comment voulez-vous qu'ils viennent? 4000 km de chez eux, en traversant des pays hostiles. Ça ne me paraît pas possible. Je pensais que c'était quand même tout à fait possible. Mais enfin, alors lui me fait... Ils sont capables de tout, ces gens-là. Mais s'ils arrivent, on les entendra et on vous tuera tous. Donc il est minuit 23. L'Allemand est le long du poteau extérieur avec sa Kalachnikov. Moi, je suis allongé à 3 mètres devant lui. Et il me vise. Là, j'ai compris que j'étais mort. Là. Dans une fulgurance, j'ai dit au revoir à toute ma famille. Et nos regards ne se sont pas lâchés. Il me regardait, il avait des yeux très bleus, et moi, je le regardais. Et ça a duré 10 secondes, 15 secondes, et à un moment où il avait fait rester couché. Il avait décidé de ne pas me tuer. Et il nous avait dit, le jeudi d'avant, il m'avait dit, on vous tuera tous. Je me suis expliqué la chose après. Donc, moi je m'allongeais, j'essayais de me faire aussi plat que possible. Mais il y avait un individu terroriste qui, en haut de l'escalier, nous avait balancé une grenade au phosphore dans la salle. Et tout brûlait. Les couvertures brûlaient, tout ce qui pouvait brûler, brûlait. Et moi, je me souviens, je tapais du pied sur la couverture pour essayer de l'éteindre, parce qu'il y avait le feu, hein, il faut le dire. Et puis il y avait les balles traçantes qui nous passaient au-dessus. Donc, à minuit 24, je regarde, l'Allemand était mort.
Il avait sans doute un certain nombre de trous impressionnants, parce qu'il y avait une mare de sang qui faisait 3 mètres carrés. Et 1 minute après, entre un Israélien. Sur son casque, il avait un bonnet blanc. Il avait décidé de mettre des bonnets blancs parce qu'ils étaient en tenue ougandaise. Alors, il crie Tzahal, Tzahal, on vous libère, nous partons, nous rentrons en Israël. Bon. Nous étions dans la salle à peu près une quinzaine. Pendant l'attaque, un garçon français s'est levé, il a été tué. Une vieille dame israélienne a voulu se lever, elle a été tuée par les balles qui traçaient. Le docteur Cohen, un Israélien avec qui j'avais largement discuté, s'est trouvé grièvement blessé. L'individu qui nous avait balancé la grenade après a voulu s'exercer avec la Kalachnikov et ils l'ont tué à ce moment-là. Les soldats israéliens vont voir dans les toilettes, on était vraiment très peu nombreux, et là il y avait 50 personnes qui ont passé dans les toilettes. Ils étaient tous rentrés là-dedans, 50 personnes. Bon, ils nous disent, on part en avion. Bon, alors moi je sais que ce jour-là j'avais décidé, il faisait un peu chaud, d'enlever mon pantalon pour la première fois depuis le début de semaine, d'enlever ma chemise et j'avais mis ma robe. J'étais en slip et robe de chambre. Et alors, on part, alors, je mets mes chaussures d'abord, c'est pas une bonne idée, puis j'essaie de mettre mon pantalon. Alors je vois le soldat israélien qui sourit, il me dit « No time, no time ». On s'en va comme ça. Bon, je n'ai pas pensé à prendre mon pantalon ni ma documentation, parce que j'aurais dû la prendre, parce qu'un mécanicien qui perd sa documentation perd de 50 à 100% de sa valeur. Bon, alors je le suis, et à ce moment-là, ça redémarre, les mitrailleuses, les FM, un canon. Il y avait une table, la table où nous disposait la nourriture, il me dit dessous, on me met dessous. Ça dure à peu près 3 minutes, la grosse bataille. À ce moment-là, il y avait un Ougandais sur le toit de l'aérogare qui venait de tuer Netanyahou, le colonel commandant l'opération. C'était pas lui qui commandait, lui. Netanyahou, voilà. Ah non, ça c'est pas Netanyahou, lui. Ça c'est Dan Shomron. Voilà Netanyahou, Yoni Netanyahou, le frère du Premier ministre actuel israélien. Dan Shomron, lui, commandait l'ensemble des 4 avions. Et il avait son PC qui était un petit peu retiré et protégé. Au-dessus, dans le 707, tournait le général Peled, qui écoutait la bataille par radio, et il transmettait au PC israélien de Tel Aviv, de Jérusalem. Donc, ça s'arrête, et le soldat israélien qui est là, on s'en va. Bon, alors je pars, il y avait une voiture, un commande-car de stationner, un assez gros commande-car, il y avait dessus à peu près déjà 20 personnes. Je trouve une place, quand même, à côté du chauffeur, en poussant 3 autres vers le chauffeur, j'ai réussi à mettre une fesse, et la voiture part comme ça. À ce moment-là, je vois Michel Bacos, qui sort du bâtiment, et qui courait vers l'avion. On lui avait dit courir par là. Je l'appelle Michel, il arrive, je lui dis donne-moi un pied. Je prends un pied, je le mets à l'intérieur, je lui dis prends mes cheveux, il me prend mes cheveux, je le prends par la taille, et je lui dis on roule comme ça. Et j'ai eu mal pendant des jours après, tellement j'avais fait un effort pour tenir Michel. On roule, et on arrive vers un avion dont les moteurs tournaient. Je vois 2 moteurs tourner, je me suis dit, c'est un transat, ça, c'est pas possible. On ne va pas s'en sortir avec un bimoteur, si on prend une balle dans un moteur, on est foutu. Bon, je n'avais pas vu qu'il y avait 4 moteurs. Et on monte dans l'appareil. Il y avait là des hommes en tenue kaki, chemisette,
visiblement des civils. Il y avait des poches de transfusion qui pendaient de partout, il y avait des brancards. Ils tablaient effectivement sur 25 morts chez les otages, à 25% de pertes. Donc je me dirige vers l'avant de l'avion à droite. Le copilote était avec moi, Marie-Christine Bouchard-Hôtesse, et puis m'assieds sur un tas de trucs, là, des bâches. Là. Et devant moi, il y avait un corps entouré d'aluminium, dont 2 grosses chaussures sortaient. C'était Netanyahou, en fait. Il l'avait amené là 5 minutes avant. Et là, on voit apparaître Amnon, alors là, qui descend du poste de pilotage, la force de la nature, là, qui nous fait bonjour avec le sourire. Où est le commandant? Alors, Bacos arrive. Combien êtes-vous? Vous savez exactement combien on était. On va compter. Et il compte, et nous étions tous là. Ensuite, il dit, on ne peut pas partir maintenant, on attend une voiture. Et là, on a vu arriver une voiture Peugeot Break de couleur crème, toute couverte de poux rouge, de latérite, et on l'embarquait. C'était des gens qui étaient du service secret israélien, qui étaient arrivés de Nairobi, vraisemblablement, par des pistes qui se tenaient dans les parages. Nous avons, quand Netanyahou a été tué, il était minuit 32. Je me suis trouvé dans la voiture à 35 et à l'Herculès à 40. À 45, la voiture est arrivée, les portes se sont fermées et l'avion a roulé. Et là, j'ai autant vous dire que ça roulait avec de sacrés coups de moteur pour prendre les virages. Et il roulait sans phare, hein. Il roulait. Il m'a expliqué après, c'était assez délicat. Il y a un des 4 avions qui s'est embourbé d'ailleurs. Et à 50, on a décollé. Libération quand même. Quand vous sentez que l'avion prend l'air, vous êtes à peu près sauvé. Mais moi, j'étais toujours dans un bimoteur. Et passer l'Érythrée avec un bimoteur, je me suis dit, s'il a une panne de moteur, il ne peut pas y arriver. La postale ne passait pas le Morvan avec un transat. Alors, 1 heure après, on atterrit à Nairobi. On a atterri à Nairobi à 1h08 pour reprendre du carburant et débarquer le docteur Cohen qui avait été placé sur un brancard au-dessus de Netanyahou. Il était là, pour moi. Il avait des trous partout dans la poitrine. Il était tout blanc, il vivait, il était transfusé. Les médecins s'affairaient autour de lui. Sa femme pleurait et ses 2 petites filles pleuraient. C'était dramatique, quoi. Voilà. Donc à Nairobi, 7 minutes d'escale, on reprend du pétrole et on décolle. Dr Cohen a été descendu car un 707 de l'armée israélienne était arrivé à Nairobi quelques heures avant. C'était un avion hôpital avec tout ce qu'il faut pour opérer. Mais le Dr Cohen est mort. Et là, je me suis endormi. Mais avec l'homme, le copilote, et Marie-Christine, qui elle aussi, cette nuit-là, avait décidé de se déshabiller. Elle avait une couverture autour d'elle. Elle était en slip, en soutien-gorge, en couverture. Et on ne s'est pas dit un mot. On hochait la tête, on n'a pas dit un mot. Puis moi, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, le jour éclairait la cabine. Et sur le toit, sur le plafond de la cabine, ça miroitait. Des miroitements. Je dis, ça, c'est pas possible. Je regarde par le hublot. On était à 10 mètres au-dessus de l'eau. Donc, on remontait la mer Rouge, quoi, en rase-botte pour échapper au radar, donc des pays hostiles. Alors, on a volé ainsi comme ça pendant Nairobi. Il y en a eu pour 7 heures ou 8 heures, hein, c'est long. À un moment donné, le régime des moteurs a augmenté et on est parti en altitude. Là, j'ai compris qu'on était à Sharm el-Sheikh et en territoire protégé. Mais Amnon m'a dit les chasseurs israéliens nous escortaient déjà depuis longtemps, hein. Mais on était quand même en basse altitude. Nous nous sommes posés sur un terrain
dans le sud israélien, Tel Nov, tout près de Beersheba. La porte s'ouvre, pas un chat sur le terrain, des hangars à l'horizon, un autocar, 2 autocars. On nous emmène, on entre dans les hangars, et là, le gouvernement israélien, l'état-major au complet. Un buffet de 20 mètres de long était dressé avec des fruits, des petits fours, tout ce que vous voulez, du café, du thé. Et le général Gur, chef d'état-major, se présente. D'abord le buffet, nous dit-il, et après vous vous asseyez, là j'ai des choses à vous dire. Donc on se jette sur le buffet, on n'avait pas tellement faim, vous savez, choqué quand même encore un peu. Et j'ai discuté avec Rabin, qui à l'époque était chez Pérez. Rabin était Premier ministre et Pérez était ministre des Armées. Donc je les connaissais par photographie tous les deux. Et Rabin me dit, on sait beaucoup de choses sur ce que vous avez fait, vous, l'équipage d'Air France. On vous remercie. Mais sachez que si vous êtes là, vous ne le devez pas à votre Premier ministre, M. Chirac. Ah, je lui dis pourquoi? Il me dit, vous l'apprendrez un jour. Je ne l'ai jamais appris. Et puis c'est pas maintenant que je vais aller lui demander de faire appel à ses souvenirs. Donc, Rabin, le général Gurch, nous fait un soir, il commence son discours en français. Je remercie l'équipage d'Air France qui a eu une conduite exemplaire dans cette affaire. C'est vrai. Il nous explique un petit peu les tenants et les aboutissants. Il dit, vous allez remonter dans votre avion et on va vous emmener à Tel Aviv, à l'aéroport Ben Gurion. Donc les autocars, l'avion, on vole 20 minutes, on se pose à Ben Gurion. Et là, vous avez peut-être des photos. Voilà, Isaac Rabin. Voilà, l'avion se pose, Amnon est attrapé par la foule et porté en héros. Oui. C'était un héros, cet homme-là. Il y avait 100 000 personnes. Alors, on nous a débarqués difficilement, on nous a emmenés dans des bâtiments, servi du café, du thé, des boissons. Moi, j'étais toujours en robe de chambre, il y a un soldat qui a pris... Il trouvait ça pénible, mais pas glorieux. Il m'a donné un pantalon, mais qui visiblement n'allait pas du tout. Enfin, ouais. Et la robe de chambre, je l'ai gardée, hein, je voulais vous le dire. Voilà, alors là on voit une de nos hôtesses, trois de nos hôtesses, là. Didi Devine, Marie-Christine Bouchard, et puis une Suédoise elle était très touchée, elle, Anne Fouking. Elle vit en Suède maintenant. Et un jour que mon fils faisait un vol Stockholm-Paris, il est commandant de bord à Air France, elle était dans l'avion, elle avait passé une carte, seriez-vous parent avec Jacques Lemoyne? Alors il l'a fait venir au poste de pilotage, oui, je suis son père, elle l'a embrassé. Enfin, elle a 75 ans maintenant. Pierre a dit, je suis son fils. Pierre a dit, je suis son fils, oui. Ah oui, bon. Oui, parce que Air France, quand on a cohabité mon fils et moi à Air France, il était le fils de Jacques, et maintenant je suis le père de Pierre. Voilà. D'ailleurs, totalement inconnu dans la maison, maintenant, 20 ans après. Voilà. Alors là, nous descendons de l'avion, n'est-ce pas? Et puis, les Israéliens nous ont dit, bon, l'équipage d'Air France, et ceux qui veulent rentrer à Paris ce soir par vol spécial d'Air France, on vous emmène à l'hôtel Plaza, qui était un hôtel où nous descendions de temps en temps. Mais ils nous ont mis dans un autocar de la ville, un autobus de la ville qui s'arrêtait partout.
devant nos pas rasés, débraillés, les gens nous regardaient. Quelqu'un qui leur expliquait, ben, ils arrivent dans TB. Alors arrivé à l'hôtel, là il y avait le tapis rouge. Et puis je connaissais le portier de l'hôtel depuis déjà pas mal d'années. Tapis rouge, et puis il y avait des coupes de champagne sur la table, les clés en face. Donc on a bu un petit coup de champagne, mais oui, Madame Claire. On a eu un petit coup de champagne et puis pris nos clés. Le représentant d'Air France à Tel Aviv nous prend et nous dit avec Michel Bacos, écoutez, j'ai provoqué un repas à l'hôtel à midi, là, il devait être 11h du matin, il faut que vous y soyez. Il y a un coup de pub énorme à faire sur Tel Aviv, l'attitude de l'équipage d'Air France est très bien ressentie, etc. Bon, il faut que vous soyez au port. Bon, alors le temps d'aller se raser, le copilote a dit, moi j'en peux plus, je vais dormir, et les hôtesses et stewards également. Donc on s'est retrouvé avec Michel Bacos, et là il y a le maire de Tel Aviv qui a défilé, il y a des personnalités qui sont venues, on nous a offert un livre, etc. Bon, et on a été... Ensuite on a pu regagner nos chambres, prendre un bain, et j'avais demandé le téléphone pour Fontainebleau. Et au moment où je me mettais dans le bain, le téléphone sonne, il y avait le téléphone au-dessus de la baignoire, c'était Geneviève. Et là, j'ai fondu en larmes. Je ne pouvais rien lui dire. S'en était rendu compte. Un autocar est venu nous prendre, nous a emmenés au Boeing 707 d'Air France. L'équipage du 707 nous regardaient comme des extraterrestres. Je les connaissais tous. J'ai demandé un peu, mais qu'est-ce qui se passait dans votre esprit? Ben écoutez, vous reveniez de la mort, hein, c'est évident. Hein. Bon. Alors le vol dure 4 heures. J'étais assis à côté de Michel Bacos. Et à un moment donné, le commandant de bord vient, il lui dit, je viens d'avoir un message du président d'Air France. Il est demandé à l'arrivée que l'équipage fasse une déclaration. Moi, personnellement, j'avais bien pensé, et j'avais jeté quelques notes sur un bout de papier qui était resté dans mon pantalon en TV. Ça, c'était caduc. Michel Bacos me dit, bon, on va tous s'y mettre. Alors ça, c'est le meilleur moyen de faire un truc nul, hein. Si on se met à tous à avoir des idées, on était quand même 12. Alors on écrit un truc, et on avait une fixation, notre avion. Notre avion est là-bas, il faut qu'on le récupère. Et on avait Madame Bloch aussi. Alors Madame Bloch, une de nos passagères israéliennes, avait avalé de travers le jeudi soir, elle avait été emmenée à l'hôpital, et elle n'était pas revenue avec nous. Et les services d'Amin Dada, par vengeance, l'ont sorti le dimanche matin de l'hôpital, l'ont emmené en dehors de la ville et l'ont tué et ont brûlé son corps dans un fossé. Voilà. Alors, on avait Madame Bloch, oui, Madame Bloch et d'autres avions, oui. Et c'est là, Bacos me dit, il était comme moi, écoute, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Alors, tu vas parler. Je dis, écoute, qu'est-ce qu'on va dire? Ça me paraissait dérisoire ce qu'on avait écrit. Dis, tu te démerdes, moi je ne peux pas parler. Et effectivement, il avait un filet de voix pendant tout le vol, et il était inaudible. Il me dit, tu sais, je lui raconte l'histoire où j'avais pleuré dans la baignoire, et il me dit, je vais te dire un truc. Moi, quand j'ai eu ma femme au téléphone, je suis parti en sanglots également. C'est pas très noble, c'est pas très guerrier tout ça, mais c'est la réalité. Voilà. Donc nous sommes arrivés à Paris. Là, Geneviève a cru que je voulais plus la voir, que je la repoussais. Et nous sommes arrivés à Paris, donc, et puis j'ai lu ce qu'on avait écrit. Pourquoi je pensais ça? C'est parce que tu avais qu'une idée, c'était de prendre le micro, il fallait que tu parles. Ben oui, il me tapait dans le dos. Alors donc,
j'ai lu un message en disant, je le regrette toujours, à cet égard, nous remercions le président Amin Dada qui a eu une attitude très humaine avec nous. Il nous a fourni des matelas, il nous a bien nourris, etc. Et nous, on voulait que le message arrive à Amin Dada pour qu'il ne casse pas notre avion et qu'il libère Madame Bloch. Voilà. C'était... Bon, c'était... N'en parlons plus, voilà. Voilà, puis Michel Violette, qui devait être là ce soir, avait amené Geneviève et mon fils, et il nous a ramenés à Fontainebleau vers minuit. Voilà. J'ai oublié des tas de trucs, hein, mais j'ai largement dépassé le temps imparti, là, quand même. Alors, après, quand j'allais à Tel Aviv, Amnon m'attendait au pied de l'avion, je vous l'ai dit tout à l'heure, et le soir, il y avait réception. C'est ainsi que j'ai connu le général Pellet, qui lui tournait dans le Boeing 707 au-dessus d'Entebbe, patron de l'armée de l'air israélienne, que j'ai connu le commandant de bord d'El Al, qui a posé le premier Hercules à Entebbe. Une autre fois, il y avait un gars, il me dit, est-ce que tu me reconnais? Je dis oui, toi je te reconnais. Quand je suis monté dans l'Hercules à Entebbe, tu faisais partie des gars en civil et en chemisette, des médecins. Oui, et je suis médecin, donc je t'ai accueilli à Entebbe. Voilà. Tout le monde se tutoie dans ce pays-là. Et puis, Amnon, après, bon, je l'ai questionné, re-questionné. Bon, il est venu à Fontainebleau, voilà, il mangeait des cerises. Il adore les cerises. Voilà sa femme. Alors Amnon, oui, connu en Israël par tout le monde, hein. Pour fêter les 10 ans de l'affaire d'Entebbe, il nous a convoqués avec Bakos à Tel Aviv. Bon. Bakos a été reconnu et puis emporté par la foule. Moi, j'étais encore en activité à ce moment-là. Bakos était retraité et je ne tenais pas trop à être pris en photo. Et 20 ans après, il nous invite encore pour fêter les 20 ans. Là, j'ai connu celui qui a inventé l'affaire, qui a tout conçu cette affaire de libération, le colonel Bretzel. Un colonel de la réserve et qui a fini patron du Marsal. Alors lui, quand vous lisez son livre, ça fait partie des héros d'Israël. Alors Amnon a aussi très bien connu le général Weizmann, qui était 20 ans après président de la République d'Israël. Et un jour, donc, à l'occasion des 20 ans, il nous dit, demain on va à Jérusalem, on a une visite à midi. Bon. Et on arrive à la présidence de la République. Et alors là, il y avait le tapis rouge, et on nous emmène chez le président, il nous accueille. Le chef de cabinet nous dit 5 minutes. 1h30 après, on y était encore. Il nous racontait ses campagnes, c'était un héros d'Israël, lui, un ancien aviateur. Le matin, on avait été au musée d'Israël, et on avait vu son avion, un Spitfire rouge. Alors, regardant Michel Bakos, il dit, vous avez quel âge, vous? Michel Bakos lui dit, à l'époque, je suis né en 1924, ah, moi aussi. Alors lui, il faisait vraiment très vieux, le général Weizmann. Donc il nous a tenus pendant 1h30. Voilà. Voilà, bah écoutez, si vous avez quelques questions à me poser, mais il y a des tas de trucs intéressants que je ne vous ai pas dit. Il y a eu un tué dans l'armée israélienne, Netanyahou, il y a eu un blessé grave, ce jeune homme. Il faisait partie du 2e avion. Au milieu. Voilà, là. Voilà. Il faisait partie du 2e avion, il devait sécuriser la nouvelle aérogare d'Entebbe. Ça se passait bien, il était avec un autre soldat à côté de lui. Ils ont rencontré 2 Ougandais, il leur a dit, on ne vous veut pas de mal, rentrez chez vous. Ils ont continué, un Ougandais qui a sorti un revolver, qui l'a tiré ici. Et il est tétraplégique. Et il est assisté en permanence par un soldat de l'armée israélienne. Il n'est pas toujours le même, il vit dans une villa. Et il vivait avec sa mère. Chaque année, Geneviève lui a envoyé une petite carte, et depuis 2 ans, il ne répond plus. Il va falloir qu'on essaie de savoir pourquoi. Alors vous voyez, Michel Bakos, moi-même, Madame Bakos, la mère du... Non, c'était
Ah, la personne qui l'a amené, qui recevait, voilà. Voilà. Il s'appelle Sorin Herbskou. On a été le voir chez lui. Il avait une petite guenon apprivoisée qui allait lui chercher un bouquin quand il en avait besoin, qui lui grattait le dos. Merci Michel, merci. Pardonnez-moi. Ce qu'on connaît mal de Jacques, c'est sa modestie. Quand il dit que l'équipage Air France s'est bien comporté, c'est beaucoup plus que ça, mais je n'épiloguerai pas là-dessus. Simplement, j'aurais eu une question à te poser. Tu nous as dit d'ailleurs que tu nous expliquerais, j'ai hâte de savoir, il t'a pas tiré dessus l'allemand. On peut parler de syndrome de Stockholm ou de choses comme ça, à l'envers. Voilà. Pourquoi il ne m'a pas tué l'allemand alors que 2 jours avant il m'avait dit on vous tuera tous? Parce que il avait encore un brin d'humanité. Et je pense que si ça avait été un arabe, il m'aurait tué. D'autres questions? L'avion, je suis impliqué parce que il était immatriculé le FVBGG. Et donc, je voulais savoir qui est devenu l'avion. Eh bien, l'avion a été récupéré contre une rançon. Amin Dada a facturé tous ses repas avec du riz, de la viande de Bourgogne. Il a facturé ça au prix du 3 étoiles en France. Puis il en a rajouté encore, etc. Donc on a payé une rançon. Il a expliqué que ça correspondait aux frais que l'on avait occasionnés au gouvernement burgondais. L'avion a été touché pendant la bataille. Il a pris 3 balles. Une quinzaine de jours après, un équipage d'Air France et des techniciens ont été le chercher. Il y avait une puanteur épouvantable là-dedans, parce que les repas étaient restés, les déchets étaient restés pendant 3 semaines à une température de 40 degrés, et dans la journée, voilà. Ils l'ont récupéré, j'ai revolé dessus après, et à chaque fois j'allais voir les petites plaques qu'on avait mis sur les trous des balles, une sur le moteur, 2 sur le ventre de l'avion, voilà. Tu nous as dit que le président d'Air France était venu vous accueillir, mais il n'y avait pas d'homme politique. Le président, c'était Giscard dans l'époque. Monsieur Souvaga, ministre des Affaires étrangères. Parce que généralement, maintenant, il y a le président, il se précipite. je me suis laissé dire, je sais pas, je parle sous ton contrôle, Jacques, que contrairement à pas mal de pays, et d'ailleurs ça a été prouvé lors du détournement de l'autre Airbus à Marseille, il faut savoir qu'en France, on le savait à peu près tous, les équipages, il y a des gens ici qui, je pense, le savent aussi, l'équipage est sacrifié. L'équipage ne compte pas. C'est pour ça que quand ils ont donné l'assaut, la police française a donné l'assaut sur l'Airbus de Marseille, on se demande toujours pourquoi le commandant de bord est vivant. Parce que le siège du commandant de bord dans l'Airbus est placé exactement en face de la porte d'entrée au cockpit. Et ils ont tout simplement tiré à travers la porte. Et il a les balles qui sont passées un peu de partout, et voilà. Donc, sachant ça, certains s'étaient dit, dont je fais partie, que si jamais j'étais détourné avec une possibilité d'aller un peu où on veut, on n'irait certainement pas en France. Alors, un mot. J'ai perdu en une semaine 7 kilos. Michel Bacos a perdu 7 kilos. L'équipage d'Air France, on a comptabilisé ça lors d'un vol du souvenir. On avait décidé, si on s'en tirait, qu'on irait faire un vol du souvenir. On faisait un courrier sur Dakar, tous ensemble, ce qui nous a été octroyé. On a perdu 70 kilos, l'équipage d'Air France. Alors, au mois de... C'était au mois de juillet, 3 juillet, et fin août, je passais ma visite médicale au centre d'expertise militaire de la Porte Badard. Tous les paramètres étaient bons, etc. Mais en finale, on passe devant le colonel médecin qui regarde tout ça. Oui, c'est bon. Ah, vous avez perdu 7 kilos depuis l'année dernière. Il faut m'expliquer ça. Ben, je dis, écoutez, c'est très simple. Je me sentais un petit peu gros.
J'ai été dans un hôtel spécialisé en Afrique où vous mangez ce que vous voulez, vous perdez 1 kilo par jour. D'accord. D'accord, bon, il faut m'en dire plus quand même. Bon, alors je lui ai expliqué. Il me dit, je ne vous ordonne pas votre visite médicale. Je demande une visite complémentaire. Vous reviendrez dans 2 jours. Et là, j'ai compris 2 jours après, j'étais devant un psychiatre qui m'a tenu pendant 3 heures. Et bon, à la fin, il m'a dit, vous n'avez aucune séquelle psychique. Aujourd'hui, on aurait droit à une assistance psy. Vous n'avez aucune séquelle psychique. Il m'a dit seulement, sachez une chose, le poids, ça va revenir. Hein. C'est dommage parce qu'actuellement, je mange ce que je veux, je peux faire tous les gueuletons que je veux, je ne prends pas 1 kilo. Ça m'intéresserait toujours, mais il faut trouver un gros stress, vous voyez, pour se trouver dans cette situation. Alors, ils me disent, vous allez dans quelques temps craquer sur votre organe le plus faible. On a l'expérience des pilotes de l'armée de l'air qui se crachent. Donc à l'instant, au moment où ils se crachent, ils vont mourir. Hein. Et moi, je me suis vu mourir 2 fois. Une première fois parce qu'il me condamnait à mort, et une deuxième fois parce qu'il m'avait dit qu'il me tuait. Bon, donc, effectivement, dès le début octobre, c'est l'estomac qui a craqué. Je sentais à partir de 11h du matin le suc gastrique qui coulait. Et ça y allait, j'ai autant vous le dire, avec des douleurs d'estomac pas possibles. Et ça a duré 20 ans, pratiquement. Il y a d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va le remercier encore une fois. Et puis, notre groupe nous a préparé, comme d'habitude, une petite sauterie à base de crémant de Bourgogne. Vous êtes tous conviés, bien sûr. Ah oui, j'avais demandé à Geneviève de dire ce qu'elle avait ressenti. Oui, c'était une semaine difficile quand même. Bien aidé par Air France. Il y avait un directeur adjoint d'Air France qui est venu, qui les prenait en charge psychologiquement, si j'ose dire. Au téléphone, bon, t'as droit à 3 minutes. 5 minutes, 3 minutes. Je vais faire court, hein, de toute façon. Mais il vous a tout dit, simplement. Bon, ben, moi, c'était de l'autre côté de la barrière, c'est sûr. Et surtout, le problème, c'est qu'on n'avait aucune nouvelle. Ce qui dit qu'il y a des gens qui ont été libérés le lundi soir, le mardi. On n'a eu aucun coup de fil, rien. Air France nous téléphonait 2-3 fois par jour. Mais ils n'avaient rien à nous dire. Et je me rappelle simplement une chose qui m'a terriblement marquée, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez en 1976, mais il faisait une chaleur épouvantable. Il y a eu une sécheresse sur toute la France. Et à 2h de l'après-midi, quand l'avion a été détourné, nous étions, mon fils et moi, on s'était allongés parce qu'on ne pouvait rien faire tellement il faisait chaud. Le téléphone a sonné et j'ai entendu « Allô, c'est ici Air France ». Et mes amis le savent, je ne suis pas du tout angoissée. Je n'ai jamais pensé qu'il pouvait arriver un accident d'avion à mon mari. Quand il y avait du retard, je ne pensais jamais à ça. Et là, je n'ai pas du tout pensé. Et simplement, on m'a dit « On a perdu l'avion de votre mari ». Et je n'ai pas du tout pensé que ça pouvait être un accident. Alors j'ai dit, mais on ne perd pas un avion comme ça, on vous tiendra au courant. Ils ont essayé de me tenir au courant, mais évidemment, ils n'en savaient pas plus que Jacques vous a dit. Et puis, bon, ben, les jours ont passé, et puis on ne savait rien. Le mardi, personne n'a téléphoné. Et alors le jeudi, le vendredi matin, j'ai eu un coup de fil de M. Cojo, dont Jacques vous a parlé, qui m'a réveillé à 9h du matin et m'a dit « Madame Lemoine, je suppose que je dois être la 50e personne qui vous appelle depuis ce matin. » J'ai dit « Non, je n'ai pas eu de coup de fil. Pourquoi ?» Il me dit « Parce que mon mari nous a tous demandé de vous appeler. » Et je lui en remercie encore, il est disparu, mais depuis toujours, il sait combien je le remercie. Il m'a parlé pendant 1 heure de mon mari, et Gérard a la gentillesse de dire que Jacques est modeste. Si vous aviez entendu les éloges qu'il a pu me faire, et d'un homme qui était suprêmement intelligent, de dire, vous savez, un homme comme ça, c'est lui qui nous a aidés là-bas. Il faut vous dire, Jacques ne vous a pas raconté, mais il avait organisé pour que les gens ne stressent pas, parce qu'il n'y avait rien à faire. Ils n'avaient plus de livres, ils n'avaient plus rien. Jacques organisait des conférences. Et tous les gens qui avaient quelque chose à dire faisaient une conférence.
Et ça passait le temps pour les gens. Il avait organisé des tas de choses, il a dit, mais moi je suis en admiration d'Antoine Paris, d'ailleurs nous avons gardé une amitié. Et à la fin, il y a un homme qui n'est pas là aujourd'hui, mais que je veux remercier, c'est Michel Violette, parce que Air France n'avait pas pris contact avec moi. Il faut vous dire que la nuit où c'est arrivé, je n'ai pas dormi. Pendant 8 jours, je n'ai pas dormi. Le docteur, moi je dors très bien, mais le docteur m'a dit je prends un médicament, non. Et je tenais avec mon fils, je dormais avec mon fils, et ce qui me tenait, c'était que j'entretenais le jardin, parce que je voulais que Jacques retrouve un jardin bien propre. Et d'ailleurs, quand il a été détourné, il faisait très chaud, et la première chose, il m'a dit, tu sais, j'ai pensé, merde, je ne vais pas pouvoir rentrer les oignons cet après-midi. Et c'était vrai, donc j'ai rentré les oignons, j'ai fait des tas de choses. Et puis cette nuit-là, la nuit où il a, avant d'être, il était minuit, je pense, il était minuit en TV. Ma sœur était venue me voir, je ne voulais pas, mais elle a voulu venir. Et tout d'un coup, je me suis mis à craquer, je me suis mis à pleurer, à hurler. Mais non, il ne va pas mourir, il ne va pas mourir, je te jure qu'il ne va pas mourir. Elle m'a dit, écoute, prends quelque chose parce que ça ne va pas. Et en définitive, c'était le moment où il y avait l'attaque en début. Comme quoi, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis endormie. Et à 5 h du matin, il me réveillait, m'a dit, ils sont libérés. Malheureusement, il y a une personne de l'équipage qui a été tuée. Voilà. Alors c'est comme ça que, depuis ce temps-là, vous savez, quand on vous dit quelque chose à la radio, il faut vraiment faire attention, parce qu'on a eu deux cas comme ça, un autre équipage aussi, où on a dit qu'il y avait un membre de l'équipage qui était tué, et on ne se figure pas que de l'autre côté, il y a toutes les familles de l'équipage qui étaient décimées. Et jusqu'à ce qu'on sache que ce n'était pas lui, bon, ça a duré quelques heures, là ça a été très très dur. Mais autrement, bon, je l'ai attendu, puis quand il est arrivé, il m'a dit, bon ben maintenant c'est une autre vie, juste tous les petits tracas, c'est pas grave, ça marche pas. Ça. Pendant des mois, il a dit, bon, c'est en panne, bah tant pis. Et j'essaie encore d'en jouer, mais ça marche plus. Bien, je vous en prie.